Nous sommes là. Très chers passagers, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour à toutes et à tous et merci d'être là à ce rendez-vous. À mes côtés, donc, le commandant Étienne Garcia, le commandant Patrick Marcheseau et Jonathan Zaccaria, chef d'expédition polaire. Et donc, nous allons vous faire découvrir notre expérience très récente, puisque nous étions tous les quatre, avec d'autres personnes évidemment, sur ce dry run glace vers le pôle Nord. Et là, donc, nous allons vous présenter en détail le commandant Charcot et vous faire embarquer pour ce monde nouveau aussi. Alors, nous allons attendre quelques instants, le temps que toutes et tous se connectent. Nous savons que nous avons des personnes un peu partout dans le monde, pas que en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, mais également le Canada. On a des personnes de l'Asie, donc à toutes et à tous, merci d'être là à ce rendez-vous. Un grand merci également aux agents de voyage qui ont répondu présents à notre invitation, la presse nationale et internationale également, car c'est vrai que c'est un navire premier navire français à atteindre le pôle Nord. Et donc, voilà, nous sommes très contents de pouvoir vous présenter notre expérience, notre vécu à bord ces derniers jours. Et voilà. Donc, bonjour, commandant Étienne Marcheseau. Bonjour, commandant Garcia. Bonjour, Jonathan. J'espère que vous entendez bien, que vous voyez bien la présentation. Alors, avant de commencer, quelques recommandations. Bon, super. Avant de commencer, quelques recommandations. Donc, évidemment, vérifiez que le son de votre ordinateur soit bien activé. Nous vous invitons également à poser vos questions via la barre de chat qui se trouve à votre droite. Et les réponses seront données plus ou moins en direct via le chat, parce qu'on a plusieurs collaborateurs ponants, en fait, qui sont, que je salue d'ailleurs, qui répondront en direct. Par contre, je vous conseille d'attendre un petit peu et de rester concentré sur la présentation, d'attendre un peu pour vos questions, ou au moins d'attendre 30 minutes avant d'écrire votre question ou de poser une question sur la barre de chat, car j'espère que nous répondrons à la majorité de vos questions pendant la présentation. Et sinon, bien sûr, à la fin de cette présentation, il y aura une session questions-réponses où nous serons tous les quatre pour y répondre. Encore une fois, donc, nous attendions quelques petits instants afin qu'un maximum de personnes se connectent. Alors, il se peut aussi que la connexion coupe. Dans ce cas, vous cliquez sur le bouton rouge « Reconnecter » en haut de votre écran. Ça dépend un petit peu des connexions de chacun. Et bon, si ça arrive, vous appuyez sur le bouton rouge « Reconnecter » et normalement, ça devrait très bien se passer. Bon, au pire, demain, on vous enverra un lien vers le replay qui seront donc envoyés demain après-midi, mercredi. Alors également, restez attentifs pendant toute la conférence. Éventuellement, prenez même des notes, parce qu'un quiz vous sera envoyé demain par courrier électronique pour tenter de gagner une croisière surprise pour 2 personnes avec d'autres cadeaux également. Alors voilà, je pense que nous pouvons commencer tout doucement. Nous allons passer à la prochaine slide. Alors, des experts pour vous guider. Quel titre? Des experts. C'est plutôt des passionnés, je pense. Alors, évidemment, vous connaissez toutes et tous le commandant Étienne Garcia. Il ne se présente plus. Début de carrière il y a longtemps déjà sur le pôle Gauguin, sur d'autres navires. On a l'occasion de naviguer ensemble sur Mistral. Voilà, on a fait quand même des 400 coups ensemble. Vous avez dîné avec Fidel Castro, je m'en souviens. On a fait beaucoup de croisières polaires ensemble également. Et je suis certain que tous nos passagers sont très heureux de vous voir aujourd'hui. Commandant, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelques petits mots. Oui, bonjour à tous. Effectivement, je suis heureux et on va dire à chaud de vous rencontrer tous après cette aventure extraordinaire du pôle Nord. Je dirais que c'était un petit peu le Graal. Je travaille pour Ponant maintenant depuis une quinzaine d'années. Et donc, j'ai commencé un petit peu comme vous tous, passagers ou même agence de voyage. Et bien, j'ai regardé une brochure et j'ai vu qu'effectivement, Ponant proposait des belles croisières, que ce soit au Groenland ou en Antarctique. Et je me suis dit, tiens, ça pouvait être une expérience inespérée. Et c'est ainsi qu'en fait, le virus des pôles m'a envahi. Et puis, voilà, donc je suis maintenant depuis 15 ans, avec le Diamant, le Boréal et d'autres navires, à naviguer
dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. Et là, tout récemment, eh bien, avec le commandant Charcot, on en parlera tout à l'heure, avec cette aventure extraordinaire du pôle Nord. Donc, vous étiez commandant, en fait, lors de notre premier voyage au pôle Nord. Et hier, au Havre, vous avez donc passé la main à votre collègue Patrick Marchessault. Voilà, absolument. Patrick était donc avec moi pendant ce qu'on appelle ce dry run, c'est-à-dire cette croisière, on va dire, test au pôle Nord. Et puis, eh bien, je lui ai passé la barre juste après l'arrivée. C'était notre deuxième manœuvre à quai au Havre, effectivement. D'où le fait eh bien, qu'il soit avec des galons. Et moi, j'arbore le t-shirt du commandant Charcot, qui est d'ailleurs le t-shirt qu'on a fait fabriquer pour les membres d'équipage qui ont suivi une grande partie de ce chantier. Commandant Patrick Marchessault, vous souhaitez vous présenter? Oui, bonjour à tous. Écoutez, ravi de participer à cette vidéo-conférence pour vous faire partager ce qu'on a pu vivre et découvrir avec le Charcot, qui est un navire extraordinaire qui va nous emmener vers vraiment des nouveaux horizons, voilà, avec une expérience complètement différente. Je ne vais pas en dire plus pour l'instant. Voilà. Et voilà. Nous avons également donc Jonathan Zaccaria, chef d'expédition des destinations polaires. Jonathan, tu as déjà fait 2 hivernages, plus de 150 expéditions polaires et ça fait 10 ans que tu es dans le métier. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, juste quelques mots. C'est vrai que c'est mon métier de travailler sur le navire, travailler en milieu polaire. Et cette expérience était tout à fait singulière puisque pour la première fois, en fait, on allait dans des endroits qui nous étaient interdits il n'y a pas encore si longtemps. Et donc être entouré de glace et non plus avec des ouvertures d'eau et non plus que de l'eau autour, c'est un nouvel univers. On a l'impression d'aller un petit peu sur la Lune quelque part. Donc ça ouvre de nouvelles perspectives et c'est vraiment excitant, je trouve. Alors, je vais rajouter juste quelque chose. Attention, ça pourrait être mal interprété. Zone interdite, en fait, elle nous était interdite au second degré, c'est-à-dire qu'on n'avait pas les capacités techniques à pouvoir rentrer dans la glace avec nos navires tels que le Boréal. Ce n'est pas le cas avec le commandant Charcot. On en parlera tout à l'heure de cette navigation, comme tu l'as dit, tout à fait singulière, dans un environnement de glace beaucoup plus marqué. Exactement. Merci pour votre présentation. On va atteindre tout de suite le sommet. Donc, vivre l'intensité d'un voyage de haute exploration polaire au cœur d'un écran d'exception. On va vous parler de l'alliance entre cette élégance ultime, le confort et la technologie également du navire, de qualité de l'aventure à travers les activités encore jamais proposées. Ça, c'est Jonathan qui en parlera. Les zones les plus isolées. On va parler des croisières aussi bien en Arctique qu'en Antarctique, quelques-unes. Ensuite, nous laisserons la place aux questions-réponses et puis alors on vous parlera du quiz et de l'offre exceptionnelle. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, donc avec ce navire. Alors, ce qui m'avait frappé, commandant, c'est qu'en fait, ce navire, il n'est pas beaucoup plus long que les LBS, que le Boréal ou les autres navires. Il fait 150 mètres de long. Par contre, il fait 3 fois son volume. Il fait 28 mètres de large et un tirant d'eau qui est presque le double, je pense, à 10 mètres. On est sur 123 cabines et suites, donc 246 passagers maximum, avec toutes les cabines au pont 6, 7 et 8, et 215 membres d'équipage, donc c'est vrai que le ratio est très très bon également. C'est un bijou où souvent on entendait les mots puissants, les mots exceptionnels, les mots stables. C'est vrai que c'est un navire qui nous permet d'aller, encore une fois, là où les autres ne vont pas. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, commandant Garcia. Alors, c'est vrai que c'est un peu le navire de tous les superlatifs. C'est le premier navire d'exploration polaire à passagers au monde. C'est en fait un navire de classe polaire, c'est-à-dire depuis qu'on a élaboré ce qu'on appelle le code polaire, qui est donc un code qui a permis en fait de renforcer la sécurité dans les zones éloignées, notamment couvertes de glace. Eh bien, c'est un navire de classe polaire PC2, c'est-à-dire un navire de classe brise-glace. Alors attention, un brise-glace, c'est un navire, c'est un type de navire. Un brise-glace, c'est un type de navire, c'est-à-dire qu'il est construit pour pouvoir ouvrir les chenaux au cargo, ce qui n'est absolument pas le cas du commandant Charcot. Le
commandant Charcot est donc un navire à passagers, un paquebot, on pourrait dire même, mais avec une classe renforcée type brise-glace pour nous permettre de naviguer en toute sécurité dans un environnement beaucoup plus marqué par les glaces. Voilà. Donc, c'est une coque renforcée. On a une épaisseur de tôle, pour vous donner une idée, de à peu près 6 cm à l'avant. À certains endroits, au niveau des flancs du navire, on a ce qu'on appelle la ice belt, c'est-à-dire une ceinture d'acier renforcé. Et puis, donc, et des membrures. Les membrures, c'est un peu, on pourrait faire un aparté avec les côtes. C'est un peu les côtes du navire, qui sont séparées uniquement de 40 cm. Donc, c'est un navire qui a une structure extrêmement rigide pour pouvoir pénétrer dans des flots de banquise de plusieurs mètres. Voilà. Tout à fait. Souvent, c'est vrai qu'à bord, on avait des personnes, pendant ce dry run, on avait des personnes qui avaient fait 10 fois, 15 fois le pôle Nord et qui disaient que le navire, ils utilisaient souvent le terme smooth. Donc, en fait, il est vraiment agréable. Et le confort, en fait, est très important parce que c'est vrai que toutes et tous qui ont peut-être l'habitude des navires nucléaires russes ou d'autres navires brise-glace qui acceptent des passagers, on va dire, disaient tous que le confort à bord, qui a été vraiment étudié pour magnifier l'environnement polaire, avec notamment Jean-Philippe Nuel, fidèle à la compagnie Ponant, mais pour le commandant Charcot, Villemotte et associés également, rendent ce navire absolument incroyable au niveau des intérieurs. Il y a énormément d'espaces qui sont encore jamais vus au sein de la flotte Ponant, mais aussi encore beaucoup plus de vues vers l'extérieur. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très impressionnant. Absolument, il a une vocation complètement différente. Parler de premier navire d'exploration polaire à passagers versus des brise-glaces russes. Et donc, il fallait, de ce point de vue-là, travailler des normes confort beaucoup plus draconiennes en termes de bruit et de vibration. Donc, il a une classe élevée, une classe Bureau Veritas. Alors, il faut rester quand même assez franc. C'est un navire qui, donc, va naviguer un certain nombre de jours dans l'année dans la glace. Alors, évidemment, on entendra le bruit des glaces, mais il a été extrêmement atténué par ses structures et son isolation. Donc, c'est ce qui va faire un petit peu aussi sa singularité. Il a des espaces extrêmement ouverts, et notamment sur une promenade qui rappelle les paquebots d'antan, où on peut, sur un 360 degrés, faire le tour du navire. L'hélideck qui sera ouvert en dehors des opérations hélicoptères. Attention, hélicoptère, il n'y a pas d'opération avec les passagers, mais il servira pour la recherche et le sauvetage et également la reconnaissance glace. Mais ce pont hélicoptère sera ouvert aux passagers. Et donc, ce seront en fait des belles plateformes d'observation, à l'instar également du pont, de l'observatoire ou également du pont arrière, piscine, le Boulagoun. Voilà, c'est vrai que le pont 5, où on peut faire le tour complet, alors on a calculé, ça fait 330 mètres, et on est toujours à l'extérieur. Il y a des longues vues Swarovski pour bien observer la faune et les paysages. Et ce qui est très bien également, en plus du théâtre, on a également des différentes salles pour la science participative ou bien pour les briefings expéditions qui rajoutent également les espaces, plus la piscine intérieure, absolument superbe, qui est un peu le prolongement du spa, où c'est un endroit très relaxant, encore avec des grandes baies vitrées vues sur l'extérieur. C'est quelque chose, je pense, qui va être très, très apprécié par tous nos passagers. Alors, on va continuer un petit peu cette présentation, vous montrer quelques images justement que l'on a faites, ou plutôt le studio Ponant, et je salue Nathalie et Fred au passage. Donc ici, le salon observatoire, vous voyez bien ces baies vitrées très grandes, le théâtre, comme sur tous nos navires pour les présentations, pour les conférences, les briefings, les récaps, etc., les documentaires, les films, absolument incroyables ce qu'on a comme documentaire là sur les explorateurs. Les cabines et les suites qui sont absolument fantastiques. On reparlera de la suite de l'armateur et des suites duplex également. Le grand salon, enfin voilà, tous ces espaces sont vraiment très confortables. On est dans un cocon à l'intérieur et puis à l'extérieur, évidemment, cette vue qui est absolument époustouflante. Les ponts arrière, on voit d'ailleurs la terrasse de la suite de l'armateur juste en dessous du Blue Lagoon. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le Blue Lagoon, ce sont en fait deux bains séparés, donc on peut même avoir deux températures différentes. Et si l'effet souhaité
par Mathieu Petitot, que je salue au passage, et son équipe de New Building, était d'avoir un petit peu la même ambiance du Blue Lagoon à Reykjavik, ou plutôt en Islande. C'est tout à fait réussi, parce qu'on a eu l'occasion de le tester. On est dans cette eau chaude, avec autour de nous ces paysages qui sont absolument incroyables, et franchement, c'est quelque chose d'unique à vivre. La piscine intérieure, on y voit là le jardin d'hiver. Donc ça, c'est très agréable comme espace. Véritable bijou de technologie. On va en parler maintenant aussi. Navigation au cœur des glaces, en toute sécurité. Et là, je me permets de dire quelque chose. Commandant, je ne sais pas si je vous l'avais dit à bord, c'est qu'on avait les Coast Guard américains, canadiens qui étaient à bord aussi. Et je leur avais dit, qu'est-ce que vous pensez du bateau? Et ils m'avaient dit safe. We feel safe. Et j'ai adoré qu'ils disent ça en tout premier. Absolument. Alors, c'est vrai que… Absolument. C'est vrai que c'est un navire extrêmement robuste. La passerelle, eh bien, on y a également participé. Alors, ça aussi, c'est assez… c'est un vrai privilège aussi chez Ponant, puisqu'en fait, tout au long de cette construction, eh bien, les navigants, les exploitants ont été impliqués. Et donc, cette passerelle, on l'a redessinée partiellement avec le commandant Marchesso lors d'un stage sur un brise-glace en Finlande. Donc, on s'est nourri, on s'est inspiré de l'expérience des autres pour créer un environnement de travail performant, moderne. Et en même temps, vous voyez toujours des grandes vitrines. Il ne faut pas oublier, il y a un commandant qui était mon mentor, qui disait toujours regarde dehors ce qui se passe, regarde, apprécie la dérive, le vent qui suit, etc. Et c'est vrai que c'est un petit peu curieux, ce sont des passerelles un peu fermées, mais heureusement, de grands sabords, de grandes baies vitrées qui nous permettent eh bien, de pouvoir, sur 180 degrés, bien observer les mouvements de la glace et la dérive du navire. Donc, c'est une passerelle extrêmement ergonomique et qui opère un navire sûr. Et lorsqu'on était à la passerelle, et je vais peut-être demander au commandant Marchesso d'intervenir là-dessus, je pense que vous m'avez parlé aussi d'une nouvelle technologie qui aide à la navigation. Je crois qu'elle s'appelle Adrena et c'est une invention française, si je ne me trompe. Oui, Adrena, c'est un logiciel de routage de navigation qui est utilisé, qui a été développé initialement pour tout ce qui est les voiliers qui font des courses transoléaniques. Donc, il y a à peu près 80% des voiliers qui font le Vendée Globe qui sont équipés d'Adrena. Je l'ai personnellement testé autour du monde avec Planète Solar. Vous avez développé une version avec un routage pour rechercher le meilleur ensoleillement. Et là, Adrena a développé un système de routage pour naviguer dans les glaces, c'est-à-dire qu'on télécharge des cartes de glace qui donnent des informations sur l'épaisseur des glaces et le type de glace, si c'est de la jeune glace ou de la glace pluriannuelle, donc plus dure. Et en fonction de ça, on donne une position de départ, une position d'arrivée, et le logiciel est à même de calculer, enfin de chercher, de faire des propositions du meilleur itinéraire pour optimiser la consommation et minimiser l'impact sur l'environnement. Voilà. Et donc on a la ligne droite n'est pas forcément le chemin le plus court, c'est ça en fait en quelques. Pas du tout, bien au contraire. Voilà. Voilà. Alors on va parler un petit peu de ce concept de ce navire. C'est vrai que voilà, un protocole de débarquement zéro déchet. Je pense qu'on peut faire 2 mois au gaz naturel liquéfié. Commandant, c'est bien ça? Oui, alors c'est quand même aussi le premier navire à propulsion au gaz naturel à atteindre le pôle Nord, en plus du premier navire français. C'est un premier navire aussi à passagers hybride et au gaz naturel, voilà. Parce qu'il existe déjà des navires à passagers au gaz naturel, mais celui-ci a en plus des batteries. Donc tout ça, ce sont des innovations technologiques dans le but de minimiser l'impact sur l'environnement. Donc il y a effectivement zéro émission de soufre lorsqu'on marche au gaz. Les moteurs peuvent marcher soit au gasoil, soit au gaz liquéfié.
Ce sont des moteurs de nouvelle génération qui émettent entre 12 et 20% de CO2 en moins dans l'atmosphère, hein. Donc une amélioration. Zéro émission de particules. Donc tout ça, ce sont des efforts qui contribuent quand même à minimiser notre impact sur l'environnement. Voilà. Voilà, et c'est vrai que les scientifiques à bord, qu'ils soient suédois, norvégiens, français, américains du MIT ou autres, nous disaient qu'ils avaient mis un hydrophone sous l'eau, à 10 mètres sous l'eau, et on pouvait entendre les pas des personnes qui marchaient sur la banquise. On entendait même un sous-marin qu'on a croisé. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que quand on est passé du gaz naturel liquéfié jusqu'au moteur, jusqu'à l'électrique, il n'y avait plus rien comme bruit, quoi. C'était juste incroyable. Donc en fait, c'est zéro au niveau de l'acoustique pour lorsqu'on est sur batterie. Et ça, ils étaient très impressionnés. Il faut le souligner. Oui, il y a un mode zéro émission. Effectivement, on peut stopper tous les moteurs et mettre le bateau sur batterie pendant 1 heure, 1 heure et demie. Ce qu'on a fait lorsque nous sommes arrivés au pôle Nord. Et c'était très impressionnant. Voilà, c'est vraiment super. Voilà. C'était super. Alors, vous parlez un petit peu. Alors, nous arrêtons complètement les plastiques, donc nous donnons des gourdes aux passagers. Chose très intéressante également, nous produisons notre eau. C'est-à-dire que l'eau potable, c'est un nouveau système, commandant? Oui, bah, enfin, on produit déjà l'eau sur les navires, mais maintenant, le but, c'était surtout de ne plus avoir des bouteilles en plastique, et donc il y a une station qui, à partir de l'eau douce qui est produite, on embouteille l'eau dans des bouteilles en verre qui sont capsulées et qui seront à la disposition des passagers. Voilà. Et on recycle, on lave ensuite ces bouteilles en verre à bord pour les réutiliser. Voilà. Et donc on minimise quand même de beaucoup la production de déchets plastiques à bord. Voilà. Il y avait des bornes un petit peu partout, et donc avec les gourdes, on allait remplir nos bouteilles, donc c'était très très sympa. Alors, vous vous rappelez quand même que donc nous avons la Fondation Ponant depuis 2018, qu'en novembre 2020, Naturschutzbund Deutschland, c'est une compagnie allemande qui est une référence en matière d'écologie en Europe, a élu Ponant la compagnie la plus respectueuse de l'environnement. Il faut le dire et le redire, et il faut surtout pas l'oublier. La certification Clean Ship de nos navires, ce sont des certificats qui vont au-delà des réglementations environnementales en vigueur. Et voilà, donc on peut toujours faire mieux, c'est sûr, et on y travaille. On a un département également en développement durable dans la compagnie. Et voilà, je pense qu'on a vu Étienne Garcia. Vous souhaitez dire quelque chose, commandant, là-dessus? Oui, alors juste pour revenir sur la science tout à l'heure, je ne sais pas si tu comptais en reparler, Frédéric, je crois que c'est important. On a, durant ce dry run, embarqué des scientifiques, Ifremer, MIT, des universités prestigieuses norvégiennes, universités polaires également, de Tromsø. Franchement, alors là, je vais pas avoir la langue de bois. Je me suis dit bon, on va les inviter. On va essayer déjà de les apprivoiser, de voir un petit peu comment ça va se passer. Et en fait, j'étais agréablement surpris. C'est-à-dire qu'on est rentré dans le dur très très vite. Ces équipes sont venues équipées de matériel acoustique, de XBT, c'est-à-dire des sondes qui envoyaient dans l'eau pour mesurer la température de l'eau à 1500 jusqu'à 1800 mètres de profondeur. Pose de bouées dérivantes, l'eau ou sur des plaques de glace. Et en fait, on s'est vraiment retrouvé à faire de la science académique in situ, très très rapidement. Donc ça nous a permis également de pouvoir affiner nos modèles et de se dire tiens, voilà ce dont les passagers auront besoin pour les passagers venant aura besoin pour les 3 jours prochaines. Donc voilà, ça a été un succès en ce sens-là. Et ce n'était que les prémices. Enfin, de manière personnelle, c'est ce qui m'a bluffé quand je suis arrivé à bord. Dès qu'on a quitté les chantiers jusqu'au Svalbard, et puis du Svalbard vers le pôle Nord et le retour, c'est en fait les scientifiques, parce qu'ils viennent de plein de pays différents. Par exemple, il existe une association qui s'appelle Intaros. C'est 45 partenaires de 20 pays différents, en comprenant la Chine, les États-Unis, le Canada, la Russie, l'Europe, l'Asie, donc la Chine.
Et en fait, ils travaillent aussi avec des communautés locales, parce que nous aussi, on travaille avec les communautés locales. D'ailleurs, elle était représentée à bord et ils nous ont bien aidés pendant ce dry run également. Et en fait, voilà, tout le monde travaille ensemble pour collecter un maximum de data. Et alors, les scientifiques nous disaient deux choses. La première, c'est que le navire est un excellent outil, une excellente opportunité pour eux. Et la deuxième chose, c'est qu'ils étaient très étonnés de la relation avec les personnes qui étaient à bord et les questions qu'ils posaient. Ils trouvaient que ça les challengeait également dans leur travail de pouvoir échanger. Et au début, c'est vrai qu'on pensait que ça allait être quelque chose d'assez, que les scientifiques allaient peut-être être en bas dans leur laboratoire wet and dry lab, comme on dit en anglais. Mais en fait, non, ils étaient là, ils étaient présents, ils étaient curieux et surtout, ils faisaient des présentations. Et je trouve que le fait de faire des présentations de la part des scientifiques et combiné avec ce que font d'habitude les naturalistes à bord, mais ça va être super parce que on aura vraiment d'excellents. Et eux aiment bien faire des présentations. Donc en fait, ce sera vraiment un plus sur nos croisières. Et là, je l'ai vu concret. Là, c'était concret. La science, elle va vraiment faire partie intégrante du voyage à bord du commandant. Absolument, Frédéric. Il va y avoir tout un volet un peu pédagogique, d'ailleurs, qui commencera par nous, les commandants, où je pense que ça aussi, ça nous a permis de mieux comprendre la manière dont on allait naviguer, la manière dont on allait faire partager un peu cette navigation à nos passagers, tout à fait singulière. Et donc, je pense qu'on commencera par une petite conférence pour expliquer un petit peu quelles sont les performances de ce navire, ses caractéristiques, et comment nous allons aborder la navigation dans les glaces. Pas seulement, voilà, on va pas casser de la glace comme ça, de manière triviale, mais il y a toute une subtilité, il y a une navigation en nuances dans la glace. Mais également, toute cette partie, tout ce volet science participative, où en fait, les passagers pourront vraiment mieux comprendre un peu ce que la recherche, ce que les équipes feront à bord. C'est vraiment très, très encourageant. Moi, j'ai été littéralement bluffé. Je pensais vraiment qu'il allait avoir un peu d'inertie. Ben non, les gens se sont mis au travail. Et je pense que là, on va pouvoir d'ores et déjà, dès les premières croisières avec nos passagers, vraiment leur faire vivre une expérience différente. Je dirais pas que ça cautionne nos navigations, j'irai pas jusqu'à là. C'est un petit peu démago, mais je pense que vraiment ça donne du sens, en tout cas à notre voyage. Oui, tout à fait. Mais en fait, en toute humilité, ce voyage, c'était aussi une découverte et je pense qu'on a toutes et tous découvert beaucoup de choses et notamment les capacités multiples de ce navire et les capacités multiples avec les scientifiques. À la fin de leur présentation, on leur demandait « Est-ce que vous avez pu faire ce que vous vouliez faire à bord ?» Oui, et la prochaine fois, on amènera encore plus de matériel parce que le navire nous permet de le faire. Et en plus, on y mange très bien, c'est ce qu'ils avaient rajouté. Donc voilà quoi, ils étaient contents d'être à bord et bon, si ça peut rendre la recherche internationale encore plus, la faire avancer, eh bien, tant mieux. Et c'est vrai qu'ils ont besoin également des data, donc ils ont besoin d'aide. Et les passagers, en fait, les participants, en tout cas, du dry run, pouvaient aller à côté des activités, regarder un petit peu. Il y a des moments où ils seront bien sûr dans leur côté. Mais en tout cas, ils sont très willing de faire des conférences et des présentations et d'échanger avec les passagers, ce que pour moi, j'ai été vraiment super étonné de ça et j'ai trouvé que c'était vraiment un super point. Jonathan, on va passer aux activités à bord du commandant Charcot. Alors, plusieurs activités inédites. On va commencer avec les activités nautiques. Je te laisse la main, Jonathan. Bien sûr, donc c'est vrai que ce navire permet d'accéder à de nouvelles destinations. On va prendre un exemple, par exemple, très, très pratique. Dans un peu plus d'un mois, la saison antarctique va commencer et je suis sûr que beaucoup de ceux qui nous écoutent ont déjà eu cette expérience et vous savez que quand on démarre cette saison, eh bien, on commence en général par les îles de Shetland du Sud et puis on voyage jusqu'au canal de Lemaire et on dit que si les conditions des glaces le permettent, on peut aller un petit peu plus au sud, comme aux îles Argentines et parfois exceptionnellement jusqu'en baie de Marguerite à la fin de la saison quand il y a un peu moins de glace. Donc on voit qu'en fait la carte des glaces va limiter le terrain de jeu. Et grâce à ce navire, en fait, pour la première fois, on va pouvoir aller à des endroits qui avant nous étaient impossibles. Et donc, ces nouveaux endroits permettent d'avoir une nouvelle expérience qui va être une expérience surtout liée aux glaces, encore beaucoup plus qu'avant, puisqu'on va être entouré beaucoup de glaces de mer. Et je suis d'ailleurs assez content. Je suis sûr qu'on verra ça sur les cartes, de voir que tous les navires seront confinés dans une zone où nous, en fait, on aura un terrain de jeu beaucoup plus grand. Et donc,
Alors, bien sûr, on va retrouver les activités classiques, mais en plus de ça, des activités liées à la glace, comme en zone marginale, on va pouvoir faire des croisières zodiaques dans la zone où la banquise est morcelée. On va pouvoir naviguer dans des chenaux entourés de banquises tout autour. On va pouvoir également, il y a des nouvelles activités qu'on a testées en voisinage à proximité du pôle Nord, comme un bain polaire avec une combinaison étanche. Donc ça permet de tester également le fait de flotter, d'être entouré tout autour de nous de ce milieu complètement silencieux et de plaques de banquise très fines. Là on reconnaît du Nilas dans l'image où Saskia se baigne en haut à droite. Et également d'autres activités nautiques comme le kayak avec Yann qui est excellent. C'est lui qui est responsable de l'activité kayak chez Ponant. Il a une énorme expérience du Groenland. Donc il fait partager ça par exemple dans des chenaux ouverts qu'on appelle des leads en anglais. Et dans cette zone donc marginale où on a à la fois, c'est la zone entre la mer et la banquise, c'est cette zone où on a de la banquise morcelée, du pack qui est éclaté et qui permet bien de faire des activités dans l'eau. On va retrouver également d'autres choses, des séances participatives, c'est quelque chose d'assez important. On voit quelques illustrations en haut. Donc, quelle est cette idée que le commandant Garcia a un petit peu évoquée? C'est que nous sommes présents en tant que guide 6 mois par an en milieu polaire. C'est une présence qui est énorme, bien plus longue que certains chercheurs ne peuvent faire. Et donc, cette présence permet bien d'être les petites mains de chercheurs dans ces milieux. Et donc, on vous invite à nous rejoindre. Par exemple, ça va être l'observation du mammifère marin et de recueillir l'espèce et les espèces observées ainsi que leur position, de les partager, d'identifier très clairement certains individus en prenant par exemple une photographie d'une nageoire caudale de baleine. Vous savez quel individu c'est. On va pouvoir effectuer des relevés de température, de salinité, de la banquise. Et ce qui est très intéressant, on l'a testé d'ailleurs dans ce voyage au pôle Nord durant ce dry run, c'est que le navire va effectuer chaque année les mêmes routes et en refaisant les mêmes expériences et les mêmes relevés aux mêmes endroits, ça permet d'avoir une vision sur le long terme. Et ça, eh bien, ce sera vous qui serez les acteurs de ces expériences. Bien entendu, ce nouvel environnement entouré parfois que de glace uniquement, c'est assez impressionnant, permet d'avoir encore une fois un nouveau terrain de jeu donc, qui était interdit, c'est-à-dire impossible avant. J'ai utilisé ce mot à mauvais escient, mais c'était une interdiction physique, pas du tout légale. C'était une impossibilité, on ne pouvait pas faire ces activités avant. C'était celle de marcher, de s'éloigner sur la banquise de quelques kilomètres pour, par exemple, eh bien, explorer ce milieu fait de humoc, fait de banquises pluriannuelles, de banquises annuelles. Par exemple, en faisant des visites guidées avec nos guides, et puis on a également 2 guides de montagne, de haute montagne et de moyenne montagne, qui proposeront des balades en raquette, qui pour moi est le pendant glacé, je vais dire, de marche du kayak. C'est une activité qui est totalement silencieuse. Vous êtes avec un petit groupe et j'aime bien organiser des activités en petits groupes, ce qui permet de ressentir bien les éléments et le silence de ces milieux. Et c'est vrai que les balades en raquette, c'est vraiment à recommander, parce qu'en fait, c'est très simple. On a nos bottes, on les attache juste aux bottes, donc c'est vraiment très simple. Ensuite, ce que j'ai très apprécié, Jonathan, c'est qu'on a fait une simple randonnée, donc à pied, sans raquette, et les explications qu'on nous donne sur même le bête flocon, quoi. Le bête flocon a été magnifique de sa forme. C'est parfois des détails ou parfois des choses très très simples, mais avec le paysage autour, avec le halo. Tu te souviens du halo, ce demi-cercle qui ressemblait à un arc-en-ciel, mais qui était tout blanc. Oui. Et alors, ces nuages un peu plus obscurs, qui ont bien une signification au niveau de la navigation aussi, qui peuvent aider pour la navigation. C'est plein de choses qui sont racontées par les équipes, qui sont, comme je dis toujours, ce sont des passionnés et donc passionnants aussi. Oui, c'est vrai que les choses dont tu fais allusion, donc les parélies et les différents phénomènes qui ont été observés par les premiers explorateurs, on va les vivre actuellement. Ces reflets qu'on voit de lead, d'eau ouverte sur les nuages qui permet de deviner à l'horizon s'il y a de la glace ou de l'eau ouverte, ça, on va le voir. Et donc, ça va être notre métier de guide, de vous faire partager ces choses-là en vous fournissant des explications à une conférence live en marchant sur la mer gelée. Oui. Voici ces activités. Il y aura également d'autres petites choses comme des workshops à l'extérieur pour parler de la sécurité sur la glace. Dans certaines destinations, en Arctique par exemple,
Il y aura également la pêche à travers la glace qui sera parfois possible. Et puis le plongeon polaire qui est assez apprécié. Ça, je l'ai testé, c'est bon. En général, pas plus de 10 secondes. Vous restez pas plus de 10 secondes, ça suffit pour l'expérience. Le corps vous dit tout de suite, sort de l'eau. C'est très simple. D'ailleurs, Frédéric, t'es encore rouge, t'es encore tout rouge de ce dernier plongeon. Tu n'as toujours pas récupéré ta couleur initiale. Écoutez, commandant, on me dit, tu peux aller faire un plongeon au pôle Nord, il ne faut pas me le dire 2 fois. C'était une super expérience. Et franchement, il y a l'équipe médicale à côté, il y a tout ce qui est prévu et tout. On est juste à côté du navire. C'était très bien organisé. C'était vraiment bien. Et donc voici pour ces nouvelles activités qui vont se greffer en plus des voyages classiques expéditions qu'on fait à ces destinations. Ces nouvelles plateformes, une nouvelle aire de jeu. Alors, Jonathan, je me permets de dire le petit écran en bas à gauche parce que les passagers Ponant fidèles qui sont nombreux à nous regarder. Là, par exemple, on a l'écran qui se trouve également dans vos cabines. Et donc là, vous avez vraiment, c'est encore beaucoup plus en détail. Hein. Donc, on a vraiment pas que la température, on a également la direction du vent, les dernières tendances, la dernière heure, Donc, en fait, c'est beaucoup plus détaillé au niveau des données. Et j'ai trouvé cet outil très, très intéressant, par exemple. Ça cet écran, c'est vrai, c'est celui qui est utilisé pour les pilotes d'hélicoptères. Et donc, on reçoit toutes les informations que ces pilotes ont, donc la visibilité horizontale, la visibilité verticale, donc il permet aussi d'anticiper les opérations. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations à partager. Merci. Voilà, donc là, encore une fois, donc tout ce qui est protection des milieux polaires, c'est vrai que David Attenborough, le Sir David Attenborough a dit cette phrase très très jolie. You need to show people how beautiful something is for them to want to protect it. En français, ça donne il faut montrer aux gens la beauté des choses pour qu'ils aient envie de la protéger. Et en fait, cette phrase a aussi tout son sens. La science participative, on peut améliorer la connaissance sur la biodiversité, sur les mammifères marins et la glaciologie. Enfin, moi, personnellement, j'ai appris en ces quelques jours énormément sur l'Arctique et sur les glaces et sur l'air, sur la température de l'eau, la pression de l'eau. Et je pense que toutes ces conférences et toutes les participations que l'on peut faire sont très, très intéressantes. Et le tout ponctué également de documentaires, de films. Et j'ai été très étonné qu'il y a beaucoup de Français qui font justement des recherches depuis de nombreuses années et qui ont prédit d'ailleurs les changements climatiques. Donc en fait, mieux comprendre pour mieux protéger les milieux. Et puis bon, le comptage de la faune, l'étude de l'état de banquise, des prélèvements d'eau, ça on en a déjà parlé. C'est vrai que tout ça fait partie du voyage et c'est quelque chose qui m'a vraiment étonné et j'ai appris énormément encore une fois. Et je pense que c'est une grande valeur pour le commandant Charcot et ses voyages. Alors, des odyssées polaires aux confins du monde, la croisière d'expédition, je dirais même d'exploration avec Ponant. N'oublions pas que Ponant a été la première compagnie au monde à combiner des voyages polaires avec un luxe inégalé à bord. Premier mondial des croisières polaires, Ponant, avec des professionnels formés à la navigation dans les glaces, une équipe de spécialistes, des experts, des guides naturalistes. On a le double des équipes naturalistes, donc là on est 20 à bord du commandant Charcot. Également des activités exceptionnelles pour découvrir ou redécouvrir l'Antarctique, car bon nombre d'entre vous ont déjà vu cette destination qui est pour moi l'une des plus belles au monde. Et puis donc c'est vrai que on en profite pour éduquer, pour apprendre beaucoup de choses, mais on visite des zones très reculées où la glace est maître et c'est de l'expédition, les imprévus sont possibles et nous sommes les invités de ces endroits-là. Donc, la navigation dépend également des types de banquises. On va aller donc plus loin encore en Arctique. Le pôle Nord géographique, ça, c'est fait. Les côtes sauvages du Groenland, le Svalbard, donc le Spitzberg, avec le côté est du Groenland qui est, c'est vrai, sauvage et qui a beaucoup d'histoire au niveau des explorateurs français, avec Paul-Émile Victor, mais également Charcot. Et puis le passage du nord-ouest. L'avantage de l'Arctique également, c'est la rencontre avec les peuples, la rencontre avec les autochtones qui est toujours quelque chose d'absolument fantastique. Commandant Garcia ? Oui, juste rajouter un petit peu sur la spécificité parce que je pense que nos auditeurs, en fait, on se pose cette question, qu'est-ce qu'on va faire de plus avec le commandant Charcot versus les LBS? Alors bon, le pôle Nord géographique, c'est un but en soi, donc un voyage dans la glace. On va passer pas mal de temps quand même dans la glace, il faut le dire, mais c'est aussi
je pense qu'il faut laisser la place à la navigation, à l'observation, à la contemplation. Je pense que c'est important, avec des escales aussi plus longues. La côte est du Groenland, nous on connaît pas mal, plutôt le sud-est, puisque le nord-est était peu accessible en raison des glaces. Et bien voilà, avec le commandant Charcot, on partira de l'Islande et on fera ça un peu crescendo. On montera petit à petit, voilà, jusqu'au Scoresby Sound, Frank Kaiser, pardon, et puis ensuite Île-de-France, bon, au fur et à mesure. On va regarder les itinéraires, commandant. D'abord, donc, le pôle Nord géographique. Voilà. Donc, voilà. Bon. Si jamais, voilà, vous saviez plus combien de degrés c'était, on l'a dessiné sur la glace, 90 degrés nord. J'aurais aimé aller à 91, mais bon. On va laisser là ça pour les Belges, commandant. Et non, ça c'était bon. C'est vrai que ça a été quelque chose d'assez exceptionnel. Alors bon, il y a effectivement, on va rester humble hein, quand on va parler d'exploit. On le fait dans des conditions assez extraordinaires, un navire confortable. Sûr, c'est plus l'époque des explorateurs, mais ça a été aussi le fruit d'un vrai travail d'équipe, une belle cohésion, donc une belle aventure humaine, je dirais à l'image des voyages du commandant Charcot, hein, le commandant Charcot, dont je m'inspire, puisque c'était quelqu'un qui avait quand même une dimension humaine importante. Bien, ce voyage-là, en fait, ce dry run, ça a été beaucoup ça. Et moi, c'est ce qu'il en ressort. C'est un vrai partage ensemble, un vrai partage dans la découverte. Et c'est dans cet esprit-là qu'on vous fera voyager aussi. Voilà. Vous utilisez toujours aussi, c'est une aventure humaine avant toute chose. Absolument. Ouais. Commandant Marcheseau, peut-être vous voulez parler un petit peu de cette croisière-là, donc qui fait l'est du Groenland. Oui, je voulais rajouter que durant ce dry run qu'on a fait au pôle Nord, on avait quand même deux invités spéciaux, des Groenlandais. C'est-à-dire qu'on a fait venir deux Inuits, et parce que qui mieux que eux peuvent prétendre connaître la glace. C'est-à-dire que c'est un lieu d'habitation, de chasse, de transport, de pêche. Et donc, ils nous ont beaucoup appris, mine de rien, durant cette expérience au pôle Nord. Et c'est une façon de les intégrer dans nos itinéraires. C'est hyper important pour moi. Et donc, de créer un lien avec les communautés et de faire en sorte qu'on puisse petit à petit qu'ils fassent un peu partie de l'équipage. Alors, même s'il y a les difficultés de la langue, mais il y a toujours des solutions. Et de mieux découvrir leur culture et qui nous apprennent tout ce qu'on ne sait pas, nous occidentaux, sur la glace. Ça, c'est vraiment primordial. Donc, on a une chance inouïe et ils ont beaucoup apprécié le séjour. J'espère qu'il y aura des retombées et que ça va motiver les Groenlandais ou les communautés à répondre à l'invitation de venir à bord pour faire partager leur connaissance du terrain et de la glace avec les passagers. D'autant plus que c'est une population qui parle aussi un peu anglais, donc voilà, la communication est bien. Mais vous avez dit, on a appris beaucoup de choses, mais eux, on leur a appris à nager à bord, dans la piscine intérieure. C'est vrai. C'est vrai, c'est pour la petite anecdote. Ouais. Alors là, donc, cet itinéraire-là de Reykjavik à Reykjavik, donc en mai 22, donc on peut aller plus tôt également sur l'île de France, donc et donc toute cette partie un peu plus sauvage de la partie est du Groenland. On va avancer un petit peu. Donc l'Antarctique également. Donc l'Antarctique avec le commandant Charcot, c'est encore aller plus loin. On va vous montrer quelques itinéraires quand même assez incroyables sur les traces non seulement de Jean-Baptiste Charcot, mais également de Gerlach ou d'autres aussi, comme Amundsen, etc. Donc celle-ci, la mer de Weddell et les plateformes de glace de Larsen. Et là, je vais tout de suite vous poser une question, commandant Garcia et commandant Marcheseau, parce que pour rejoindre un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, pourquoi choisir le commandant Charcot plutôt qu'un LBS? Quand on dit LBS, c'est le Boreal Series, c'est-à-dire Boréal, Austral, Soleil, Lyrial. Voilà, c'est pareil, on va
on va s'enfoncer un petit peu plus sud, un peu plus dans la glace, puisqu'on a les capacités pour. Et donc, il y aura globalement deux zones, on va dire deux zones de chasse. Une dans l'ouest de la péninsule, où on va descendre jusqu'à des Marguerites, mais encore au-delà, île Charcot, Pierre Ier, et encore plus. Après, tout ça dépendra, ça reste des croisières expéditions, plus que jamais. Donc, voilà, on a mis plus ou moins une zone. Et puis ensuite, en fonction des conditions météo, en fonction des conditions de glace, de la faune, eh bien, on va ensuite, jalonner un peu notre itinéraire. Et c'est également le cas en mer de Weddell. Là, on voit bien à l'est, où on essaiera, alors la plateforme de l'Arsène, on verra bien, hein, c'est très très loin dans la banquise, très très loin dans la mer de Weddell, qui est une mer difficile. Alors, si je dois comparer avec le pôle Nord, je dirais que c'est presque plus compliqué, puisqu'en fait, on a deux types de glace. On va se retrouver avec de la banquise, mais aussi de la glace d'origine glaciaire, qui est une glace dure qu'il faut éviter, même avec un brise-glace. Et donc, c'est une navigation, je dirais, encore plus technique. Et puis ensuite, là, je vais laisser la parole au commandant Marchesso. Là, il y a un circuit assez ambitieux de Punta Arenas jusqu'en Nouvelle-Zélande, c'est ça, Patrick ? Ça, c'est une autre. Je vais juste, avant de passer la prochaine image, vous rappeler qu'on a également une croisière spéciale ici dans quelques semaines. C'est l'observation spectaculaire de l'éclipse solaire totale depuis la banquise de la mer de Weddell. C'est un départ qui sera au mois de novembre de cette année. Donc, on espérera juste qu'il n'y ait pas de nuages. Bon, mais ça, c'est la nature qui décide tout le temps. On commence à en avoir l'habitude. Et c'est ça, la croisière dont vous parliez, commandant Garcia, qui est exceptionnelle. Parce qu'on passe d'un continent à l'autre, d'Ushuaïa jusqu'à Dunedin. C'est assez exceptionnel, ça. Ouais, c'est une première pour nous, une semi-circum antarctique. Donc, de partir de la Terre de Feu et d'aller jusqu'en mer de Ross. Voilà. Descendre évidemment le long de la péninsule antarctique côté ouest, hein, île Charcot, etc., Pierre Ier, et d'aller vraiment jusqu'en mer de Ross, qui est une destination complètement nouvelle, inédite pour nous et les passagers de chez Ponant. Voilà. Et donc là, c'est un itinéraire qui dure 24 jours de mémoire. Hein. Par contre, ça, c'est l'itinéraire en 2022-2023. Hein. C'est ça. On est sur des 30 jours. Cet hiver, c'est un aller-retour en mer de Ross. Voilà. Alors, le protocole sanitaire, comme d'habitude, donc vaccination parcours complet, ensuite le test PCR 72 heures et le questionnaire médical, une déclaration de santé. Mais bon, ça, je veux dire, ce sont des documents à remplir par votre médecin pour pouvoir monter à bord. Au niveau des activités, j'aime aussi vous dire qu'il n'y a pas franchement d'activités plus difficiles que celles que l'on fait déjà sur les sister ships. C'est vous qui choisissez si vous les faites ou pas. Mais je veux dire, au niveau de, comme on a l'habitude de dire, si vous arrivez à monter et descendre des escaliers, vous pouvez faire pratiquement toutes les activités que l'on propose parce qu'on fait également différents niveaux et c'est très très bien encadré par des professionnels qui ont l'habitude. Donc voilà, ça se passe très très bien. À l'embarquement, donc évidemment, désinfection des bagages, ça on le dit, on a l'habitude, les gestes barrières toujours à bord, lorsqu'on mange, lorsqu'on boit, on enlève le masque, sinon on porte le masque, et donc l'équipe médicale qui est présente également, hôpital embarqué, donc avec médecins français, infirmières français, on fait des prélèvements, enfin voilà, tout ça, la bulle Covid, anti-Covid en fait, fonctionne très bien à bord, et encore, nous ne sommes pas beaucoup de passagers à bord, ce qui aide aussi énormément. La réservation, alors évidemment pour nous, c'est de pouvoir être le plus souple possible, à compte de 25%. Vous pouvez réserver, vous pouvez verser le solde 30 jours avant le départ. Si jamais vous devez avoir un test Covid positif, c'est le report ou annulation sans frais. Et également, si la croisière ne peut pas être opérée, mais là, on voit le bout du tunnel tout doucement. Les agents de voyage, comme j'ai l'habitude de dire, réservez avec votre agent de voyage ou directement avec Ponant, c'est comme vous le souhaitez. L'avantage de l'agence de voyage, c'est que vous avez une personne humaine. Et je pense qu'après cette crise, on a besoin de revenir un peu à de l'humain. Donc voilà, vous avez une personne en face de vous qui va bien vous conseiller, qui va bien vous connaître. Et je trouve que l'agence de voyage est toujours une bonne alternative au contact uniquement téléphonique. Après, évidemment, toutes les équipes sont à votre disposition
que ce soit par email ou téléphone. Vous avez les numéros de téléphone qui s'affichent et de toute façon, dans le mail de demain, on vous remettra tous ces contacts. Alors, c'est à vous de poser vos questions. On va vous écouter. Là, je propose à toutes et tous d'afficher vos caméras parce qu'on a déjà quelques questions qui arrivent. Je vais en dire quelques-unes. Commandant Garcia, vous êtes là. On a une première question qui vous concerne à vous, les commandants. Qui sera le commandant à bord du commandant Charcot? Ah, ben, il y en a. Alors, vous avez les deux commandants en face de vous. Mais effectivement, lors d'une croisière, il n'y a toujours qu'un seul commandant à bord. Et alors, vous aurez peut-être le privilège d'en avoir deux. Mais voilà, pour le prix d'un. Effectivement, ce qu'on a beaucoup appris aussi durant ce dry run, c'est qu'on se nourrissait énormément de la connaissance des autres. Et ce sera valable aussi pendant ces croisières-là. Donc, voilà, le commandant Marchissou est avec moi à mes côtés pour cette première pôle Nord. Il sera avec moi pour la première Antarctique. Ensuite, on va inverser les rôles. Il va prendre le lead et moi, je serai à ses côtés, etc. Donc, on va nous retrouver un petit peu dans cet exercice de style. Et puis après, quand on aura emmagasiné assez d'expérience, effectivement, eh bien, ce sera tour à tour l'un ou l'autre, puisque nous tournons dans une rotation à peu près de 2 mois. Voilà. Au plus grand plaisir des passagers. Est-ce que les passagers auront accès à la passerelle comme sur les sister ships, commandant au pluriel? Patrick. Allez-y, commandant Marchessou. Oui. Bon, on est quand même assez ouvert à ce genre de pratique. Voilà. On a découvert le problème de la passerelle du Charcot, c'est qu'elle est beaucoup trop grande. Donc, on peut accueillir beaucoup trop de passagers en même temps. Et donc, si vous voulez venir, il faudra respecter les règles de bonne conduite, à savoir que c'est un lieu de travail où il faut maintenir le silence, parce qu'on a quand même besoin, mine de rien, de concentration dans cet apprentissage de la navigation dans les glaces qu'on découvre avec mon collègue et ami commandant Garcia. Mais bon, rassurez-vous, on a quand même une ouverture d'esprit à ce sujet. Ah oui, on est complètement en phase là-dessus, sur l'ouverture. On comprend que bon nombre de passagers ont besoin de partager cette expérience avec nous. Donc, on entend bien le message et c'est réciproque. Hein, on aime le faire également. Mais évidemment, on le fera avec des règles un tout petit peu plus draconiennes de respect, mais ça se passera bien. Si on peut le faire, on le fait. Alors là, il y a une question. Est-il possible de savoir quels ont été vos partenaires pour un tel développement? On va nommer donc Aker Arctic déjà, pour la partie qui est le spécialiste vraiment pour la construction de navires de ce type. Également avec les chantiers Vard. Pour l'intérieur, donc je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est Jean-Philippe Nuel et également Villemotte et associés pour la décoration intérieure. On a également Miguel Chevalier pour l'atrium avec un écran de 9 mètres sur 3 qui est absolument magnifique à côté des 2 ascenseurs avec une vue sur cet atrium, c'est très joli. On a également Diptyque pour tout ce qui est les produits à l'intérieur. On a différents partenaires. Si vous pensez à quelque chose, sur l'aspect technique, il y a quand même ABB, les moteurs, les azipodes. Hein. Ce sont quand même les plus gros azipodes qu'il existe en mode glace, de 17 mégawatts chacun. Pour vous donner un ordre d'échelle de comparaison, les très gros navires qui portent à l'heure actuelle des chantiers de l'Atlantique pour Royal Caribbean sont équipés d'azipodes de 20 mégawatts. Mais eux, ils font 365 mètres de long. Mais ils ne sont pas renforcés pour la glace. Donc nous, on a les plus gros qui existent pour naviguer dans les glaces. Et puis il y a également GTT pour toute la partie gaz. Hein. C'est une partie aussi importante de développement du navire. Et je rajouterais aussi qu'on a des partenaires dans la science. Hein. On n'a pas parlé tout à l'heure du CIS, c'est-à-dire que nous avons un instrument que nous déployons à l'avant du navire, hein, qui a été développé par un ingénieur absolument extraordinaire de l'université de Bremen en Allemagne, qui donc mesure in situ en temps réel l'épaisseur de la glace devant. Et donc on a donc
devant nos écrans. Alors, je ne sais plus, Patrick, on a combien d'écrans, je ne sais plus combien on a d'écrans, mais enfin bon, c'est un peu Star Trek, hein, c'est le vaisseau Enterprise, un peu. Il n'y en a que 27. 27, voilà. Et donc, on en a, bon, il y a beaucoup de duplications, évidemment, mais on a un écran où on a ce système de routage où on peut afficher notre carte satellite, carte de glace, avec la position du navire. Et puis, à côté, eh bien, on a en temps réel l'épaisseur de glace juste devant le navire, donc, qui sont d'ailleurs des données qui sont ensuite collectées et qui seront envoyées aux différents instituts. Là aussi, il y a une masse de données en temps réel qui sera partagée. Donc, ensuite, on verra un petit peu comment tout ça sera dispatché, mais qui sera développé, qui sera donc remis aux différents organismes. Et ça, c'est une source de données absolument inestimable. Demandé par les scientifiques. Donc, c'est vrai que, voilà, s'ils ne viennent pas à bord du commandant Charcot, ils iront à bord d'un autre bateau pour faire ces données parce que il disait très justement que l'Arctique n'a pas assez de données pour vraiment comprendre et monitorer son changement rapide. Donc, c'était un point important. Une autre question, le navire est-il accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite? Nous avons 3 cabines à côté des ascenseurs qui sont prévus à cet effet. Et je pense que le navire est entièrement adapté également pour les aveugles, pour les sourds, pour les muets, les personnes à mobilité réduite, mais je pense que les personnes qui ne sont pas complètement dépendantes de la chaise, c'est ça? Oui, Commandant Marcheseau, peut-être? Il y a une échelle de 1 à 10 en fonction du handicap. Et donc de mobilité, et donc elle a été la barre a été établie à un niveau 4, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir se déplacer avec une canne mais pas avec une chaise roulante. Oui, pour des raisons après de sécurité si on devait abandonner le navire. C'est ça, très bien. Et alors ensuite, on va faire la dernière question parce que je pense qu'elle est très très sympa. Quelle est l'expérience ou l'anecdote qui a été la plus marquante pour chacun d'entre vous pendant ce dry run? Jonathan, on commence par toi. L'expérience ou l'anecdote qui a été la plus marquante? Pour moi, l'anecdote, bon, c'était quand on s'est arrêté dans la banquise pour la première fois. Donc, c'est un univers où le navire est entouré de blanc tout autour, à 360 degrés. Vous ne voyez pas la surface de l'eau, sauf derrière le navire. Et on a décidé en fait de choisir une plaque pour pouvoir faire des activités. Et donc, l'idée, c'était de se tanker en fait dans cette plaque et d'installer la passerelle qui permet de débarquer depuis le navire directement sur une plaque. Et donc, j'étais à la porte de bordée. Et d'habitude, quand on est là et qu'on attend avant de sortir, donc les guides sortent, eh bien, on attend que les zodiacs sortent pour aller à l'eau. Cette fois-ci, je ne voyais pas l'eau. Il y avait la porte qui était ouverte et elle donnait à l'extérieur sur un univers qui était complètement blanc, alors qu'en fait, on était sur un navire. Donc, c'était un peu surréel de voir ça. Et puis surtout qu'on ne voyait pas la côte. On était à 89, quelque chose, quelques pouillèmes, quelques milles du pôle Nord. Et donc, c'était pour moi le fait le plus marquant. C'était ça. Commandant Marcheseau, une anecdote ou l'expérience la plus marquante? Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'on aurait pu avoir une appréhension face à la taille du navire et le fait qu'il effectivement brise la glace, qu'il faut peut-être émettre des vibrations ou des bruits qui puissent effrayer les animaux. Et bien au contraire, on a pu voir avec les approches qu'on a pu faire des différents ours que le navire c'est une superbe plateforme. Bon, il est hyper silencieux quand on s'approche en phase finale de l'animal et on garde une distance de respect. Et après, c'est l'animal qui décide, in fine, hein, s'il veut venir plus près, si au contraire il est fuyard ou s'il est indifférent. Et on a eu la chance de constater que quasiment toutes les observations, les ours ont été curieux et sont venus voir le navire. Et il y a de telles surfaces de points extérieurs que tout le monde peut en profiter sans être les uns sur les autres. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, un bel outil pour donner l'occasion de faire des superbes observations animalières. Si je peux me permettre d'ailleurs une remarque à ce sujet, il y avait mieux que les observations d'ours pour tester le fait que le navire est très silencieux. C'est l'observation des belugas qu'on avait fait au Spitzberg. Il y avait une centaine de belugas, il y avait un joli troupeau.
Et donc le navire était quand même assez près des côtes. Et on sait que les bélugas, c'est une espèce qui est extrêmement sensible au dérangement et au bruit sous-marin. Même quand on est en zodiaque, on fait très très attention. Donc entre l'hélice d'un zodiaque et une hélice qui fait 6 mètres de diamètre, il y a quand même une petite différence. Et en fait, on a vu que les bélugas, ils ont continué leur petit bout de chemin le long des côtes, alors que le navire était quand même très très près. Tout le monde a pu observer les bélugas à une vue. Je repense aussi à la baleine bleue qu'on a eue juste à la proue du navire. Et donc ça, c'est vrai que c'est des observations. Quand on est sur un navire qui navigue à faible vitesse, je pense à des navires certainement plus anciens qui ont été refités, on voit la différence de comportement chez les animaux marins qui sont à l'intérieur de l'eau et qui ressentent beaucoup plus les vibrations, par exemple, effectivement, que les ours. Mais c'est vrai que ça m'a surpris aussi, cet aspect-là, le fait qu'ils soient très, très silencieux. Ça se remarque. Non, dans les animaux, c'est vrai qu'on a vu quoi, une dizaine d'ours, c'est ça? On a vu des narvals, on a vu la baleine bleue, on a vu des phoques, évidemment, beaucoup d'oiseaux différents. Qu'est-ce que j'ai oublié? Pas mal. Narval. On n'a pas vu un morse dans l'eau? Des morses dans l'eau, oui. Morse. Ouais. Et commandant Garcia, alors pour vous? Ah ben moi, je peux pas évidemment oublier l'anecdote. Je sais même pas si on peut parler de choses anecdotiques, parce qu'en fait, c'est quand même le 90 degrés nord. Bon, évidemment, ça fait plaisir. Ça a été, on avait l'impression qu'on était en finale de la Coupe du Monde. À la passerelle, il y avait une effervescence tous ensemble pour essayer de capturer cet instant du 90,00,00. On s'y a pris à 3 fois quand même. Alors c'est étonnant parce qu'à la fin, on savait qu'il était là à un endroit sur une plaque de banquise qu'on avait bien repéré. Et donc, une fois qu'on l'a dépassé, et après, il faut s'y reprendre en 3 fois. Et puis quand on est passé dessus, évidemment, ça a été le soulagement ensemble. Donc ce 90 degrés nord, oui, c'est un des moments, évidemment, par contre, ce sera peut-être pas toujours possible quand on a de la banquise serrée de 2 mètres, ce qui n'était pas le cas au moment où on est arrivé au pôle Nord. Ce qui était assez curieux, c'est qu'il y avait presque plus de glace à quelques milles au sud du pôle Nord qu'au pôle Nord géographique lui-même. Ça nous a permis de pouvoir subtilement évoluer pour retoucher ce point. Puisqu'en fait, le navire, quand il est vraiment dans la glace, il a quand même relativement des difficultés à infléchir sa route. En tout cas, elle va se faire de manière progressive. Donc, c'est dur de capturer ce point-là. Je voudrais juste, parce qu'on a quand même, c'est important de dire ce qu'on a appris, enfin ce que moi j'ai appris en tant que marin. Je vais un petit peu déborder, mais sur cette navigation au dry run, on en avait parlé un peu avant, lors même d'un rendez-vous qu'on avait eu tous là sur Facebook, sur la manière dont on allait poser un peu nos croisières. On a un peu appris lors des essais glaces. En fait, moi j'ai appris tout ce qu'il ne fallait plus faire. C'est-à-dire que là, on était en phase de test, donc on a pu comprendre et en tout cas étudier les limites du navire et donc nos possibilités d'ailleurs absolument incroyables de pouvoir nous extraire d'un mauvais pas. En fait, on a navigué complètement différemment, c'est-à-dire que on a composé, on a navigué, on a cherché les eaux, les chenaux d'eau libre, on a évidemment, on est passé dans la glace, c'est évident pour aller au pôle Nord, mais si on peut éviter de couper un flot en deux, eh bien, on le coupe sur les côtés pour éviter la compression, etc. Donc, en fait, on s'est exercé à cette navigation subtile de la banquise serrée. Alors, je rappelle que ce n'est pas de la glace attachée à la côte, c'est une banquise dérivante partout. Donc, c'est une banquise qui peut se morceler, qui va se morceler, se ressouder, etc. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, la trace du commandant Charcot de la banquise, là, pour le coup, est complètement anecdotique. D'ailleurs, Patrick, tu peux peut-être mentionner l'étude des cartes glace, des cartes par satellite que nous avons étudiées après notre passage, et quelle en a été la conclusion?
pense qu'il y a des petits soucis de connexion. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a regardé ensemble et en fait, on a retrouvé le point du navire, puisqu'on avait sa position. Patrick, je peux te laisser finir sur la position du navire, tu sais, et sa trace. On a pu remarquer sur les cartes radar, les cartes satellites lors de notre descente. Oui, à l'issue de ce dry run, je me suis amusé à télécharger les cartes satellites par lesquelles on était passé et j'ai recherché le navire. Hein. Et d'ailleurs, je les ai encore, hein, je pourrais les montrer à qui veut. Et on voit très bien le navire dans la glace et surtout, on voit pas du tout son sillage dans la glace. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune trace, aucune marque du fait que le navire ait ouvert un chenal ou pas. C'est-à-dire que du fait qu'on ait, comme l'a expliqué très justement le commandant Garcia, on a cherché à naviguer le maximum dans les chenaux d'eau libre ou les leads. Et les fois où on a brisé la glace, mais ça se voit pas tout sur les images satellites, alors qu'on voit le navire. Voilà. D'ailleurs, la technique est normalement de retrouver, de reprendre notre trace pour minimiser l'impact et d'ailleurs même pour optimiser notre navigation. Donc de reprendre notre trace dans la descente. Et en fait, on l'a reprise et puis on l'a perdue puisqu'en fait, elle n'existait plus. Elle était remplacée puisque les plaques, les conditions de vent avaient changé, les plaques s'étaient rejointes et donc on fait place à des crêtes de compression et donc nos traces ont complètement disparu. Un scientifique l'expliquait très bien, c'est le principe d'une fermeture éclair en fait. Donc on ouvre et puis derrière nous ça se referme automatiquement. Alors et pour moi c'est le côté scientifique. Hein, donc si on me pose la question, moi c'est le côté scientifique qui m'a bluffé parce que c'est du concret. On apprend tellement de choses. Il y a un échange également qui est valable pour tous. Donc pour moi c'est vraiment du win-win dans tous les sens. Alors offre exclusive pour toute nouvelle réservation, 5% de réduction valable pendant un mois, c'est-à-dire jusqu'au 21 octobre 2021 pour toute nouvelle réservation de croisière cumulable avec les autres offres et avantages. Le quiz vous sera envoyé demain pour tenter de gagner une croisière surprise pour 2 personnes. Je reprends mes papiers pour être sûr de ne rien oublier. Ensuite, dès demain après-midi, vous pourrez revoir cette conférence grâce au replay. N'hésitez pas à le partager aussi avec vos proches. Et puis, on vous enverra également un petit question-réponse, c'est-à-dire les questions les plus souvent posées sur le commandant Charcot. Donc, vous aurez toutes les réponses par nos experts. Alors, nous avons eu, pour information, le gagnant de la croisière lors de la précédente conférence. C'était un prospect habitant à Montréal, au Canada. Le Canada que l'on salue au passage. Le tirage au sort des gagnants sera lundi 27. Vous avez jusqu'au vendredi 24 septembre pour participer. Et voilà. Donc, vous avez la possibilité, évidemment, d'être rappelé par notre service réservation. Vous contactez votre agence de voyage pour faire ces voyages qui sont juste des rêves et quelque chose d'absolument exceptionnel, extraordinaire, comme souvent ce mot revenait à bord. Et là, on termine sur ce proverbe que je pense qu'aucun de nous 4 n'arrivera à prononcer. On va laisser ça à Nicolas Dubreuil ou ses collègues. Seul le temps et la glace sont maîtres. Ce proverbe groenlandais évoque parfaitement la toute-puissance de la nature. Et puis aussi, on doit avoir beaucoup d'humilité et beaucoup de respect par rapport à tout ce que l'on fait. J'aimerais bien vous remercier toutes et tous. La prochaine conférence sera dans un mois sur des croisières au Pacifique. J'aimerais bien remercier Jonathan, merci au commandant Étienne Garcia, merci au commandant Patrick Marchessault, merci à Marion, merci à Amélie, merci à toutes les équipes Ponant et encore un grand merci à Mathieu Petito, ses équipes du New Building pour la réalisation de ce magnifique bijou qu'est le commandant Charcot. Je vous laisse dire un dernier mot, commandant Garcia. On vous attend, hein, évidemment. Hein. Nous, on a hâte que les croisières reprennent. Voilà, on est optimiste, comme on l'a toujours été. Et donc, on est fin prêt pour vous faire partager cette expérience différente. Voilà, on vous attend. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci à toutes les personnes qui ont été connectées de nous avoir suivis. On a un petit peu dépassé au niveau du temps, mais il y a tellement de choses à dire sur ce magnifique navire. Merci et à très bientôt.
Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.